Et bienvenue dans le Street Show by Raju. Raju, c'est moi. Enchanté, hein, si on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de modèle d'émission. On va parler politique avec notre invité Thierry-Paul Valette, qui lui est un ancien gilet jaune. Il viendra nous parler de ses convictions, ses idées, et de tout ce qu'il a pu faire ces dernières années. Et puis pour m'accompagner, Eugénie. Comment ça va, Eugénie? Ça va très bien et toi-même? Ça va. Le Street Show, c'est parti. Oui, voilà, là on va se mettre, on va parler un peu un peu plus sérieux. Du coup. Alors t'as voté pour qui, toi, du coup? La question. Mais la question qui n'attend pas de réponse. Qui n'attend pas de réponse, parce que je n'en donnerai pas, parce que je dois être impartial. Ouais, alors justement, donc, dans le journalisme que nous faisons, est-ce que l'impartialité, selon toi, existe? Là, non, je pense pas. En réalité, je pense qu'on essaye, mais qu'au fond de nous, on fait quand même passer l'idée qu'on a. Ouais. À mon avis, même quand on veut être complètement neutre, on reste des êtres humains, donc la neutralité humaine... C'est très compliqué, effectivement. Ouais. C'est très compliqué de le faire, non, mais vraiment, voilà, j'ai eu beaucoup de fois ce débat avec plein de gens, mais après on peut avoir des discussions, évidemment. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un, et là, voilà, je voulais commencer l'émission par ça, pour dire que nous allons recevoir, dans les prochains épisodes, on sera amené à faire des émissions qui vont toucher la politique, mais tous les partis, enfin tous les gens, toutes les idées sont les bienvenues, donc on n'est pas pro, anti, machin, on est pour la liberté de parole, ça c'est ce que je tenais à dire pour commencer cette émission. Dans le Street Show, aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est contre, clairement, il va pas mâcher ses mots, Emmanuel Macron, et donc toutes ses réformes, mais donc on pourra très bien être amené à recevoir des gens qui sont pour. Voilà. Pour se détendre un petit peu avant de recevoir, même si voilà, ça va être un bel échange avec Thierry-Paul Valette. Commençons par le Start Game, et toi toute seule. En fait, du coup, vu qu'il n'y a personne en face de toi... Ce qui est bien, c'est que je suis obligée de gagner. Bah, pas sûr, t'as 5 secondes pour répondre. Oh putain! Pardon. Ah oui, d'accord, tu crois, quoi. Donc, bon, on va se faire 2 questions. Ah bon? Ouais. Alors, c'est une question de cinéma. Qui, dans quel film on retrouve? Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en Hollande à la place du ketchup? Non, quoi? De la mayonnaise. Ah, les salauds. Je sais pas. 3. C'est Blafrite. C'était Pulp Fiction. Donc, Pulp Fiction! C'est une des premières citations du film. Le film commence comme ça en plus. Quel artiste a sorti l'album Endless Summer Vacation? Vita et Slimane. Donc c'est du 0 sur 2. Tu as été nul. C'est Miley Cyrus qui cartonne. Ah mais oui, mais en fait j'ai pas bien écouté la question. Je voulais dire Vita et Slimane parce que je les aime beaucoup. Est-ce que tu le dis tout le temps? Surtout c'est ta réponse, c'est un running finalement. Bon, écoute, je te félicite pas. Moi non plus. Il est l'heure d'accueillir Thierry-Paul Valette. Bonjour Thierry-Paul Valette. Alors, je rappelle, vous avez fait partie du mouvement des Gilets jaunes, notamment, mais pas que. Vous affichez clairement, entièrement contre Emmanuel Macron. Vous avez fait des réformes, enfin des pétitions même contre Brigitte Macron. Aujourd'hui, il y a pas longtemps, vous avez fait une vidéo disant qu'on était dans un état... on n'était pas dans un état police, on était dans un état... Assassin. Je l'affirme. Selon vous, du coup. Bien sûr. Pour Emmanuel Macron. Donc là, on parle des réformes des retraites. Vous êtes clairement contre, du coup. Donc vous êtes venu pour en parler. Bien sûr. Merci de me recevoir tout d'abord. Voilà. Donc on avait envie de laisser la parole aussi à l'actualité, aux gens qui étaient pour, qui étaient contre. On aura des gens qui seront pour, évidemment, un jour. Bien sûr. Donc là, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que la France, qui était un pays des droits humains, qui était une démocratie, va très mal, et qu'au-delà d'être un État assassin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On pourra en parler, on pourra développer. Assassin, c'est un mot les mots sont forts. Mais les mots sont à la hauteur aussi de la politique qui est mise en place, qui est forte et qui, malheureusement, matraque les plus faibles, matraque des ouvriers, matraque des gens qui n'auront pas toujours la chance d'arriver à l'âge de la retraite. Mais on va en discuter ensemble. Oui, discutons-en, effectivement. Alors, il y a eu beaucoup de manifestations, vous en avez fait également partie. Alors, donc, ce sont des manifestations, on va dire, ce sont les anciens gilets jaunes qui continuent à faire, enfin, en partie, pas que, évidemment, mais il y a encore toujours un petit peu des manifestations, ça vous pouvez pas le nier. Donc, on a encore vu des cassures, enfin, des casseurs. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de contrôle par rapport, par exemple, à plus de précautions, j'ai envie de dire, dans
Par rapport déjà aux manifestations qu'on avait pu connaître dans les Gilets jaunes, aujourd'hui, moi je vois encore des vidéos, tu l'as peut-être vu également, donc des McDo qui sont cassés donc à Paris. Ça, ce sont des mouvements anticapitalistes et la problématique des casseurs ne date pas d'aujourd'hui. Elle est apparue. Des black box, beaucoup de gens, ils l'ont vu au moment des Gilets jaunes. On a voulu stigmatiser le mouvement, faire passer les Gilets jaunes pour des casseurs, pour in fine s'apercevoir que non, les Gilets jaunes c'était des citoyens en colère. Parfois il y a des débordements de la part de certains manifestants, mais en aucun cas ils n'étaient les casseurs. Donc les black blocs. Le black bloc, j'ai dit black bloc. Les mêmes mouvances d'extrême gauche qui sont toujours dans les cortèges, même avec les syndicats. Ils sont partout finalement. C'est pas le propre du mouvement des Gilets jaunes. Alors maintenant qu'on parle de casseurs, ça me fait vaguement sourire parce que à la tête de l'État, on a quand même un casseur professionnel qui s'appelle Emmanuel Macron. Oui, mais vous comprenez un peu que les gens puissent faire un amalgame. Par exemple, moi je sais que j'ai travaillé dans le quartier de l'Opéra et tout ça, et les commerçants qui se sont fait détruire leur magasin, leur vitrine, etc., au bout d'un moment font un amalgame entre il va y avoir une manifestation gilet jaune et je vais avoir une destruction qui concerne mon emploi et peut-être être dans l'embarras à cause de ça. Vous comprenez qu'il puisse y avoir un amalgame ? Alors, je vais répondre très clairement. Les commerçants, beaucoup de commerces dans les centres-villes mettent la clé sous la porte parce qu'ils croulent sous les charges. Ils ne sont pas aidés, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas écoutés. C'est ça aussi. La plupart des commerçants sont du côté des manifestants. La plupart des commerçants s'opposent aussi à la réforme des retraites. Pourtant, eux, leurs retraites, ils vont devoir cotiser autrement et différemment. Ils ne sont même pas sûrs non plus de pouvoir y parvenir convenablement. Maintenant, il y a toujours des gens qui vont s'opposer à des rassemblements, qui ne vont pas entendre pourquoi on manifeste contre la réforme des retraites, et qui n'ont pas entendu à l'époque non plus le mouvement des Gilets jaunes. Bon, alors c'est vrai qu'un commerçant qui se fait casser sa vitrine, je l'entends, c'est pas quelque chose de très agréable. Non, parce que c'est pas forcément pour des gens-là qu'il faut taper, s'il faut taper. Voilà, on est d'accord. Mais ce n'est pas non plus l'ensemble des commerçants. Il ne faut pas prendre une partie des commerçants. Parce que l'opéra, j'entends bien, mais l'opéra, le quartier de l'opéra à Paris, ce n'est pas la France. Bon. Bien sûr. Voilà. Après, quand toutes les semaines, pendant des mois, les week-ends sont fermés, parce que moi, je connais un peu le sujet des théâtres dans ce coin-là, c'était très, très difficile pour certains, notamment les petits théâtres. On était obligé de fermer et de faire de faire recette zéro le week-end, qui est normalement le moment le plus haut. Pour mais j'entends bien, mais je vois vraiment, et en plus l'univers du théâtre, je connais, voilà, il y a très longtemps, ça a été aussi une époque. Je me rappelle que vous êtes un artiste également, Thierry-Paul Valette. J'ai commencé par l'art, et l'art. Vous avez fait les cours Florent. L'art mène aussi à l'engagement, et l'art m'a amené à l'engagement et à la politique citoyenne sur le terrain et en association. Mais ce que j'ai envie de dire finalement, c'est que oui, bien sûr, c'est regrettable, c'est toujours regrettable. Mais quand on met dans la balance, d'un côté, ce que vous venez de dire, et de l'autre côté, l'ensemble même du monde du spectacle et des commerçants, mais le plus grand des casseurs, c'est l'État, c'est Emmanuel Macron, c'est pas les Gilets jaunes, c'est pas les manifestants. Il y a 2 poids 2 mesures. Et vous pensez pas, oui, complètement. Vous pensez pas que pour les commerçants, ce que vous disiez tout à l'heure au niveau des charges, etc., c'est pas carrément un modèle à revoir? C'est-à-dire que pourquoi les commerçants aussi mettent la clé sous la porte, c'est parce qu'on a un modèle qui est tourné vers la grande distribution et qu'on a un peu oublié les commerçants. Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est pas que les gens. C'est pas un modèle. Faut savoir que la France est le premier pays au monde où il y a le plus de charges, et des charges dans tous les domaines. Patronal, salarial, on va au restaurant, on achète du tabac, la consommation, tout est taxé, tout est surtaxé. Voilà. Donc c'est pas le propre de la grande distribution. Maintenant, après, si on veut discuter de la grande distribution, c'est vrai que c'est un modèle qui a émergé à partir des années 50, qui se sont développés, qui ont eu tendance à vider les centres-villes. Mais je pense que maintenant, il y a une conscience des gens qui sont pour un retour à, justement, des commerces traditionnels. Est-ce qu'il faudrait pas aider plutôt ces commerces plutôt que la grande distribution, par exemple de quartier. La grande distribution n'est pas en danger.
Non. Elle fait du chiffre d'affaires, des marges très confortables, et malgré les lois qui ont été votées, les circuits sont absolument pas transparents. On ne sait pas le pourquoi du comment, et comment ça se fait que le chou-fleur, finalement, qui est produit par le petit paysan du coin, va se retrouver à des prix 10 fois 15, alors que lui va quasiment rien toucher. C'est quoi les solutions que vous pourrez proposer, par exemple concrètement, je ne sais pas, pour lutter contre cet âge de la retraite, contre tout ce qui se passe lutter contre l'âge de la retraite, je veux dire, c'est pas compliqué. On est en démocratie, il y a un peuple qui s'est exprimé, il y a un parlement qui s'est exprimé. Il y a juste à reculer, à faire marche arrière. C'est pas honteux d'être un président qui, pour une fois, en 2 quinquennats, va écouter les Français. Vous pensez sincèrement qu'il peut faire marche arrière ? Vraiment ? On attend la réponse du Conseil constitutionnel. Seulement, les sages du Conseil sont mis en place par l'exécutif. Donc, je me fie pas à la décision qui va être mise en place. Mais de toute façon, on est dans la rue. Les syndicats ne vont pas non plus faire marche arrière. Personne ne va faire marche arrière. Moi, Emmanuel Macron, je ne sais pas jusqu'où il veut aller. S'il veut aller jusqu'à ce que le pays brûle, c'est de sa responsabilité. S'il veut aller jusqu'à qu'il y ait une seconde affaire Malik ou Sekim, c'est de sa responsabilité. Le seul responsable, il s'appelle Emmanuel Macron. Parce que je vous ai déjà entendu dire sur d'autres médias que vous souhaitez que Emmanuel Macron devrait démissionner, que vous avez voulu que également Castaner démissionne. Mais moi, j'avais réagi justement à ces propos, mais je vous ai dit, vous mettez qui à la place ? J'avais pas eu la réponse. Intéressant. Alors d'accord, Emmanuel Macron, admettons, vous souhaitez qu'il y ait peut-être une démission, mais qui on met concrètement à la place ? Que il démissionne, il n'y a plus personne aussi. Non, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui peut sauver la France selon vous aujourd'hui qui pourrait... Mais c'est pas question de sauver la France, reprendre le dossier, on va dire, reprendre le flambeau. La personne miracle, l'élu qui va arriver et qui va ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il faut pas attendre ça. 2 personnes, et encore moins des politiques. Emmanuel Macron ne démissionnera pas. Voilà, il est accroché à son siège. Aucun président n'a jamais démissionné. Non, mais on ne parle pas des autres présidents. Là, on parle en l'occurrence d'Emmanuel Macron. Sous la Sacrée République, 58, général de Gaulle, il s'était quand même remis en question sérieusement en présentant sa démission. Bon. Après, la Sacrée République a été constituée pour le général de Gaulle. Emmanuel Macron ne démissionnera pas. C'est le système démocratique. Il a été élu. On peut en discuter, c'est discutable sur beaucoup de points, mais c'est comme ça. Alors, le ministre Castaner, il n'est plus en place. Aujourd'hui, on a Gérald Darmanin. Finalement, les conséquences et les ravages, ce sont les mêmes, parce qu'ils mettent à mal les manifestants, et ils mettent à mal aussi l'institution policière. Parce que la police, elle est censée protéger les gardiens de la paix. On les appelait comme ça autrefois. Bon. Seulement, on a mis en place la Bravem. On l'a encore vu récemment, le scandale racisme, menaces, violence et intimidation. Elle a été mise en place par le préfet Puech à l'époque des Gilets jaunes, avec le ton qui s'est durci avec le préfet l'allemand, qui maintenant est dans un placard doré. Donc il faudrait déjà en terminer avec, non pas ce que j'appelle des forces de police, moi ce que j'appelle une milice d'État. C'est le bras armé d'Emmanuel Macron. Ils prennent en otage une institution pour l'opposer à des citoyens qui s'opposent à la mise en place de réformes, à une politique de Macron depuis maintenant 6 ans qui est complètement mortifère. Et les conséquences, on les voit. Vous pensez qu'on est arrivé à bout de souffle de la Ve République ou pas ? Complètement, elle est obsolète. Et alors la 6e ressemblerait à quoi ? Un petit peu d'histoire. La Ve République a été mise en place, créée sur mesure, par Debré pour le général de Gaulle. Ça répondait à un contexte social et à un contexte politique qui n'est plus le même. Guerre d'Algérie, etc., etc. Bon, ça après, c'est un autre sujet, quitte à revenir. C'est un militaire. On a mis en place une Ve République qui n'avait pas vocation à durer pour un militaire. Les militaires sont les ordres, c'est la dureté. Alors je sais que dire du mal de Gaulle de nos jours, c'est pas admettable.
veut pas l'entendre. Après, il y a un débat toujours sur le général de Gaulle. Le sauveur de la France, etc. Mais ça, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas que le sauveur de la France, c'est la guerre d'Algérie. Mais général de Gaulle, il a fait aussi des boulettes. Parce que c'était pas non plus un excellent politique brillantissime. Pas du tout. Il était meilleur stratège militaire qu'il n'était politique. Oui, mais ça c'est dit. Le général de Gaulle. Ça c'est dit. Moi, je me suis positionné. Donc cette République, elle n'est pas démocratique. Elle a un goût de démocratie, elle a un accent de démocratie, elle a des formes de démocratie, mais en fait c'est une grosse arnaque démocratique. Pourquoi ? Le 49.3. Là, c'est la 100e fois qu'il s'est utilisé. Oui, qui était très utilisé. Mais c'est pas Emmanuel Macron qui n'a créé. On envoie les. Non, mais je réponds à la question sur la Cinquième République. Le 49.3. Après, il y a la question du référendum, qui est rarement utilisé. Après, on l'a vu avec la pétition pour la Bravem, site de l'Assemblée nationale, il y a des pétitions, les gens signent, à partir de 500 000 signatures, elles sont débattues au sein de l'hémicycle, mais bon, la pétition pour la Bravem qui a dépassé 200 000 signatures, elle vient d'être complètement écartée, mise de côté, affaire classée. Voilà, parce qu'au final, c'est l'exécutif qui décide, donc le président de la République. De plus, le gouvernement, il y a un Premier ministre. Le Premier ministre, c'est plus lui qui décide de quoi que ce soit depuis qu'on a mis en place le quinquennat. C'est le président de la République. D'où le questionnement sur la remise en question de la place du Premier ministre. À quoi il sert ? Vu qu'on a un quinquennat et que c'est le président qui dirige. À la base, le quinquennat, c'était juste pour diminuer le du septennat. Oui, mais on s'est aperçu que finalement, la notion de quinquennat, pour essayer de réformer la Cinquième République, ça donne encore plus de poids et de présence, d'omniprésence à un seul homme, en l'occurrence, actuellement, Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit beaucoup en ce moment que les gens se désintéressent de la politique, et pourtant, au contraire, le 49.3, vous allez m'arrêter si je me trompe, mais a été énormément utilisé avant ces dernières années, et quasiment personne ne s'en rendait compte, ou en tout cas, c'était très peu soulevé. Et là, les gens s'en sont rendus compte et se soulèvent par rapport à ce 49.3, et finalement s'intéressent beaucoup plus à la politique que ce qu'on dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il a été utilisé sous Hollande aussi, donc c'est Manuel Valls qui l'a utilisé. Et la réforme des retraites, on n'en est pas à la première, on en est à la 8e ou 9e. Alors vous avez fait une petite erreur, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. On va rectifier. Le 49.3, c'est la 100e fois. C'est un chiffre qui est symbolique. Je ne dis pas le contraire. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français s'intéressent à la politique. On le voit bien. Ils réagissent, ils sont mordus, ils sont concernés. Mais on dit le contraire. Ils se sentent investis. Mais on dit le contraire. C'est pas qu'on dit le contraire, c'est qu'on pense le contraire. Pourquoi ? Parce que lors des élections, il y a toujours des taux d'abstention qui sont de plus en plus importants. Parce que les Français n'y croient plus. Une grande partie des Français n'y croient plus. Ils y croient encore puisqu'ils manifestent. Alors, il ne faut pas confondre le vote dans les urnes et le fait de manifester. C'est pas tout à fait la même chose. Là, si les gens sont dans la rue, c'est contre la réforme des retraites, mais pas que. C'est aussi contre le président Emmanuel Macron, parce que c'est quelqu'un qui cristallise énormément autour de lui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les rues qui n'ont pas été votés, justement, au présidentiel. Non, mais bien évidemment. Mais il y a des gens qui sont allés voter, il y a des gens qui ne sont pas allés voter, il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens d'extrême gauche, de la gauche modérée, de la droite modérée, il y a des syndiqués, il y a des... Vous êtes où actuellement ? Vous êtes dans quel parti ? Moi, je suis apolitique, je suis dans aucun parti. Oui, mais ça, c'est ce qu'on... Non, c'est pas ce qu'on dit. On a l'impression qu'on ne veut pas assumer. Non, c'est pas question... Vous êtes extrême gauche. Non, c'est pas question de pas assumer. C'est parce qu'il y a toujours une volonté de vouloir, voilà, c'est comme ça, classer, mettre une étiquette sur les personnes. Bon, c'est pas une étiquette, c'est des idées. Oui, mais les étiquetés, c'est pas ça. Après les idées, je veux dire, à droite, il y a des bonnes choses. À gauche aussi, il y a des bonnes choses. Donc vous êtes à droite et à gauche, alors ? Au milieu. Moi, je suis un citoyen, je ne suis pas dans un parti politique, je ne soutiens pas un parti politique. Pourtant, vous êtes présenté aux européennes, mais retiré. Donc, à un moment, vous étiez... mais c'était complètement différent. C'était
pour les européennes, on peut en discuter, parce que si on prend des petits morceaux par morceau, je veux dire, la question de l'Europe, elle est quand même centrale, elle est importante, on pourra aussi le développer. Pourquoi il y a eu une constitution d'une liste européenne, et pourquoi après il y a eu, on a retiré cette liste aux européennes. Mais en tous les cas, non, les Français sont toujours très intéressés de la politique, seulement ils ne votent plus, parce qu'ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Les mensonges. On promet, puis finalement, le président Emmanuel Macron, et ça n'a pas été que lui, les prédécesseurs, ça a exactement été la même chose. Ils ne signent pas de contrat, il n'y a pas de contrat moral qui dit que, voilà, on a décidé de mettre en place un programme, on va l'appliquer. Ils ne doivent jamais rendre compte devant la représentation. Emmanuel Macron avait dit, c'était le premier à l'avoir dit, je rendrai des comptes devant la représentation. Il ne l'a jamais fait. Et aujourd'hui, on est en 2023, et on se rend compte que finalement, il n'y a plus grand-chose de démocratique. Les gens ne peuvent plus entendre les discours qu'on entend depuis des années, des décennies et des décennies. Et puis là, les gens n'ont pas envie d'aller travailler 2 ans de plus. Est-ce que vous vous rendez compte qu'actuellement, le Français le plus riche du monde, LVMH, pardon. La Française la plus riche du monde, c'est l'héritière Bettencourt. Liane Bettencourt. Bon, tant mieux quelque part. Mais sauf que, en France, les gens triment. Les gens n'arrivent plus à remplir le frigo, ils n'arrivent même plus à brancher pour payer l'électricité, tellement ça coûte cher. La fin du mois, c'est 3 jours avant d'avoir touché le salaire. On leur explique qu'il faut se serrer la ceinture, se serrer la ceinture, se serrer la ceinture, qu'il n'y a plus d'argent, que les caisses sont vides. Sauf qu'il y a un gros problème quand même. Les 100 milliards d'exil fiscal, on ne va pas le chercher. Taxer les grandes fortunes, on a retiré l'ISF. On n'a rien mis en place réellement à côté. Les grands dividendes, ceux qui engrangent les grands dividendes avec les entreprises du CAC 40, parachute doré, dizaines, centaines de millions d'euros. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On va toujours taxer ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui ne peuvent rien dire, ceux qu'on n'entend pas. Et ça, c'est une honte. Et les gens ne peuvent plus. Il y a un surplus. C'est la cocotte minute, elle va exploser. Elle est pour tout le monde. Peut-être la rééquilibrer, effectivement. Mais... Non, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est tout un modèle à revoir, en fait. À revoir. C'est ça qu'on est peut-être en train de proposer. Les grands groupes et les grosses distributions et tout ça, peut-être que là, il y a quelque chose vraiment à rebattre. Et la 6ème République, alors, selon vous, elle ressemblerait à quoi, si elle était idéale? La définition, selon vous, de la 6ème République? Alors, la 6ème République, moi, je n'ai pas non plus la prétention de pouvoir... et dans les tenants et les aboutissants, la définir. Mais dans la 3ème République... Le président, il devrait rendre des comptes. Ou il devra rendre des comptes. Devant la nation, devant le Parlement. Oui, mais on l'entend toujours, mais on l'a pas fait. Donc, c'est dans l'idéal. Les gens veulent toujours que le président rende des comptes, mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? Non, mais concrètement, voilà, est-ce que... Comment ça se... Mais bien sûr, mais comment concrètement ça se matérialise de rendre des comptes? Vous m'avez posé à quoi ressemblerait dans l'idéal la 5e République. Voilà. Après, venez sur le fond, je vous y répondrai. Donc, pas de 49.3. Pas de 49.3. C'est antidémocratique. Les grandes questions de société, de politique nationale et générale devraient être soumises à un référendum. Comme en Suisse? Comme en Suisse. Comme en Suisse, exactement. Ça me paraît tout à fait normal. Le président de la République ne doit pas non plus avoir tous les avantages qu'il a. Il faut en terminer définitivement aussi. On ne peut pas vivre au crochet comme ça, avoir des avantages à vie, des privilèges, des retraites, et d'un point de vue du symbole, c'est inadmissible. Mais les députés et sénateurs aussi, non? Mais les sénateurs, c'est exactement la même chose. Oui. Un mandat de sénateur, 6 ans. 6 ans. Retraite de 2500 € mensuels pour un mandat de 6 ans. C'est une honte absolue. Bon, les députés, ils ont fait marche arrière. Ils sont à 800 € pour un premier mandat. Au second mandat, c'est 700, mais le cumul, ça fait quand même 1400. C'est honteux. C'est honteux. Voilà. Bon. Maintenant, dans la 6ème République, moi, le Sénat, il est obsolète. Il ne sert à rien. Je veux dire, c'est une antichambre. Le principe de la navette entre l'Assemblée et le Sénat, l'Assemblée et le Sénat par rapport au vote des lois, on voit que finalement, ça coince plutôt qu'autre chose. Donc, mieux vaut travailler sur le Conseil constitutionnel, que ce soit des gens qui soient nommés, mais de manière indépendante du législatif. Par exemple. Bon. Mais il y a beaucoup d'axes
possible. Il y a beaucoup d'axes. Vous ne savez pas vous-même, en gros, la 6ème République, parce que là... Si je viens d'en définir... vous dites qu'il y a beaucoup d'axes, donc concrètement, on ne sait pas trop... Parce que là, il faudrait faire une émission sur 3 heures, c'est très compliqué. On est dans du droit constitutionnel, c'est pas des choses qui sont simples, mais déjà, ces points-là sont des points qui sont quand même importants. C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'aurait mis dans son programme s'il avait été élu. Pas que Jean-Luc Mélenchon. Notamment, c'est lui qui l'a mis en avant, on va dire, dans les dernières. Et d'autres aussi. Mais maintenant, on est dans la réforme des retraites. Pour dire, on économise 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros. Mais la France a les moyens de mettre de sa poche 12 milliards d'euros. Avec toutes les taxes, avec tous les impôts, avec tout l'argent où il pourrait aller récupérer sur les dividendes, comme je l'ai dit, et pas que. Ils ont les moyens, mais ils n'ont pas cette volonté politique. Parce qu'ils veulent s'aligner avec Bruxelles. Et le seul argument qu'ils ont, c'est de dire, mais regardez la communauté européenne, regardez les États membres, ils sont tous à 67 ans, donc c'est qu'il faut mettre l'âge de la retraite à 67 ans. Emmanuel Macron a passé un contrat moral avec Bruxelles. C'est pour ça que les gens détestent aussi l'Europe. Les gens détestent l'Europe parce que l'Europe, c'est pas l'Europe des pères fondateurs, c'est pas une Europe des peuples, c'est pas une Europe des cultures, c'est pas une Europe historique, c'est une Europe qui matraque, qui taxe et qui sanctionne. Vous pensez qu'il faudrait sortir de l'Europe ? La question n'est pas de sortir ou non de l'Europe, c'est de redéfinir qu'est-ce qu'est l'Europe, quelle Europe on voulait, quelle Europe on souhaitait. Il faut tout changer, quoi. Faut redéfinir. Après, on peut effectivement, par voie référendaire, demander aux Français. Est-ce que vous souhaitez sortir ou non de l'Europe ? Mais sortir de l'Europe, c'est compliqué. Bon, on voit bien avec l'Angleterre actuellement ce que ça donne. Le Brexit, c'est catastrophique. Catastrophique. Mais encore, la question européenne, c'est encore beaucoup plus complexe que ça. Mais oui, donc là, quand même, vous voulez quand même beaucoup de changements, éventuellement une 6ème République. Donc, on revoit au niveau de l'Europe, refaire des choses. Mais concrètement, là, on n'a pas trop de... On ne sait pas trop. Pour l'heure, c'est la réforme des retraites. Ouais, c'est ça. Pour l'heure, on est dans la réforme des... Mais vous y croyez encore, vraiment, que ça puisse... que Macron puisse faire marche arrière ? Alors, de lui-même, Macron ne fera pas marche arrière. Alors, je sais que pour lui, le peuple, il n'est pas légitime, que la rue, elle est ni légitime, ni représentative. Vous pensez qu'il s'en fiche, justement Mais ils s'en fichent royalement. Moi, les seuls moments où je suis d'accord avec Emmanuel Macron, c'est quand il part à l'étranger. Bon, sauf qu'après, il revient, ça m'embête un petit peu quand même. Mais bon, ça, donc sur la politique étrangère, vous trouvez que c'est un bon président ? Ça, c'est autre. Sur la politique étrangère, il est un bon président de... j'ai envie de dire... Il y a juste à regarder le monde qui, actuellement, ont les yeux braqués sur la France, ce qui est dit dans toute la presse internationale, au niveau du matraquage des manifestants, au niveau de la manière de faire d'Emmanuel Macron avec son 49-3, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Certainement pas. Son argument, c'est de dire « j'ai été élu 2 fois, alors soit les Français sont schizophrènes... » Non. C'est son argument, en tout cas. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est vrai qu'il a été critiqué dans son premier quinquennat, pourtant il a été élu sans faire de campagne en 2020, l'an dernier. Justement, il a été élu une première fois. Bon. Personne ne le connaissait, rapidement. Avec son petit tour de passe-passe que l'on connaît. Seulement, au 2e mandat, il y a eu le Front républicain contre le Front national. Et ça fonctionne depuis des années et des années. Mais alors pourquoi ? Et on a cette habitude fâcheuse, une tradition morbide française, que de faire monter les extrêmes. Parce qu'Emmanuel Macron, rappelons-le, a dit « avec moi, il y aura 0 SDF et je ferai reculer le Front national ». Qu'est-ce que vous appelez les extrêmes ? Juste le Front national ? Non, les extrêmes. Donc extrême droite et extrême gauche. Mais là, je parle du Front national. Rassemblement national. Le Front national, il y a un sondage qui vient encore de... Ça n'existe plus, le Front national, c'est Rassemblement national. Le nom, il a changé, mais pour moi, l'histoire est le même et la composition est le même. Donc pour moi, c'est le Front national. Le sondage qui vient de sortir, c'est quand même Marine Le Pen, élue au premier tour, à hauteur de 55%. Justement, tout à l'heure vous disiez, moi j'ai des idées. C'est quand même très grave. Bravo Emmanuel Macron. Oui, mais... il aura gagné que les populismes. Mais non, mais vous ne pensez pas justement que quand on a des idées, par exemple comme vous dites j'ai des idées mais je suis apolitique et on a peut-être une responsabilité. Moi j'ai des convictions. Oui, mais il faut bien que ça soit représenté de façon politique pour que les gens puissent voter pour quelqu'un qui les représente. Alors,
vous savez, pour avancer dans une société, il n'y a pas besoin d'être que engagé en politique. Non, mais il faut aussi. En France, bah oui, mais là, si vous dites ça, vous balayez d'un revers de main le travail de beaucoup d'associations, qu'elles soient nationales ou qui bossent sur le terrain. Mais il n'y a personne en face d'Emmanuel Macron, c'est ça le problème. Ben oui, mais pourquoi il n'y a personne? Bah, je vous pose la question. Pourquoi il n'y a personne? Oui, mais justement, je vais vous répondre. Pourquoi il n'y a personne? C'est que la gauche a explosé. La gauche s'est radicalisée. On l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon, quand il a quitté le Parti socialiste, qu'il a créé son parti. Et la gauche n'a jamais su se remettre en cause pour les questions sociales, et notamment la question de l'immigration. C'était fâcheux, c'était tabou. Donc ça, c'est un travail qui est à faire et qui reste à faire. Seulement, dans les 4 prochaines années qui viennent, ça va être très compliqué. Le Parti socialiste, il est un petit peu, actuellement, à la ramasse. Maintenant, il y a la droite. Mais il n'y a pas que, à gauche, il n'y a pas que le Parti socialiste. Oui, non, mais je viens d'expliquer l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon et le Parti socialiste. La seule gauche qui est forte en ce moment, c'est l'extrême gauche. C'est pas Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne dit pas qu'il est l'extrême gauche, il dit qu'il est à la gauche, que la vraie gauche, c'est lui. Et c'est normal. Maintenant, Marine Le Pen a le même discours. Voilà. C'est pas l'extrême droite, c'est la droite. Et puis j'ai envie de dire ce qui est terrible. Ce qui est terrible, c'est que maintenant, Marine Le Pen, elle commence à passer pour le bon Dieu. Hein. On la voit aux émissions de télé, avec ses petits chats, etc. Quand il y a des débats à l'Assemblée nationale, bah, ils prennent vraiment précaution de ne pas être trop vindicatifs. C'est terrible. C'est pour ça que les extrêmes elles montent. Puis beaucoup veulent essayer. Même moi, parfois, je m'en suis mis à douter. Moi, Thierry Pauwels, pourtant, je suis militant antiraciste à la base. Alors, je ne stigmatise pas ceux qui votent Front National. Dans mes amis, j'ai des gens qui votent Front National. Simplement, j'essaye de les comprendre, j'essaye de discuter avec eux, j'essaye de voir s'il n'y a pas une autre solution. Thierry Pauwels, j'ai 2 questions pour vous, justement. On diabolise aussi, donc on critique énormément. Vous n'êtes pas le seul, évidemment, le Rassemblement national. Il y a beaucoup de gens dans la rue, qu'on a pu voir dans ces derniers temps, donc qui sont, on va dire, plutôt de gauche. Pourquoi, au présidentiel, c'est toujours, malgré la critique, toujours le Rassemblement national qui est devant, et toujours la gauche qui est un peu nulle part, en fait. Alors, c'est ce dont à quoi j'essayais de répondre tout à l'heure, c'est que, et c'est même une irresponsabilité du président Emmanuel Macron que de faire ça, c'est de faire toujours monter. Donc c'est Emmanuel Macron, selon vous, qui fait monter le Rassemblement national? Non. Je viens de dire, c'est une méthode qu'utilise actuellement Emmanuel Macron, et c'est irresponsable de sa part que de faire monter les extrêmes. Et justement, pourquoi? Parce que c'est une tradition française, que de toujours faire le front républicain, et on le voit à chaque élection. Que ce soit des enjeux nationaux ou des questions locales, pour des cantonales, même pour des municipales. Dès qu'il y a un candidat d'extrême droite, tout de suite, Front républicain. C'est un jeu dangereux, hein, parce qu'on a... Très dangereux. On a quand même... Très dangereux. D'où l'irresponsabilité d'Emmanuel Macron. Je trouve qu'on a quand même bien vu ces dernières années que c'est un jeu très dangereux, parce que au moment où Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé contre Jacques Chirac, au second tour, il a été élu à 80%, 85%, 82%, exactement. Des voix. Là, on voit que le plafond de verre, donc, il va être atteint dans 4 ans. Vous pensez vraiment que Emmanuel Macron joue avec le feu? Il a joué avec le feu, il continue à jouer avec le feu. Sciemment? Pire encore, sciemment, bien évidemment. Pire encore, c'est un pyromane, c'est un incendiaire. Et après, il joue les pompiers pour vouloir éteindre le feu. La réforme des retraites, je ne vois pas ce qui l'empêche de reculer. Je ne vois pas ce qui l'empêche éventuellement d'attendre. Parce que quand bien même il faudrait la réformer, ce n'est pas le cas, mais quand bien même il faudrait la réformer, dans le contexte actuel, inflationniste, avec tout qui augmente, tous les prix qui sont décuplés, par 5, par 10, par 20, c'est pas terminé. C'est irresponsable. Un président de la République est censé fédérer, il est censé écouter, il est censé entendre, il est censé protéger. Lui, il n'en a que faire. Il n'en a que faire. C'est le président des banques, c'est le président de la finance, c'est le président à la botte de Bruxelles. Alors c'est vrai que dans les premières années, les premiers mois et les 2 premières années, on commençait à en douter. Mais sauf qu'aujourd'hui, le dossier, il est comme ça. C'est pas rien. Le dossier, il est comme ça. C'est un président qui fustige et qui n'en a que faire. Donc, moi, je le dis clairement. La rue, selon lui, n'est pas légitime.
les citoyens en colère qui manifestent ne sont pas légitimes. Mai 68, personne n'a vu venir. Le mouvement des Gilets jaunes, personne n'a vu venir. Ce qui peut arriver demain, même moi je serais capable de dire ce qui peut arriver. On ne peut pas le savoir. Mais ça peut aller loin. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Ma dernière question, Thierry-Paul Valette. Je ne le souhaite pas. Et je souhaite qu'il l'entende et qu'il fasse marcher. Le message est bien passé. La dernière question avait été plus axée sur vous. Il y a quelques années, on vous a fait un reproche de peut-être tout tourner autour de vous, justement, d'avoir fait, de passer à la télé. On vous disait, juste pour passer à la télé. Est-ce que vous répondez à ces gens ? Est-ce qu'il y a un peu d'opportunisme ? On peut en avoir, parce qu'on sait, vous parlez de mai 68, que c'était l'idée par un certain Daniel Cohn-Bendit. Je vais répondre par rapport au mot opportunisme. Ouais. Les médias. Ce sera ma dernière question, justement, mais j'ai souvent qui tourne autour de vous. Par certaines personnes. Ouais. Oui, par certaines personnes, tout le monde ne l'a pas dit, mais les médias j'avais envie d'avoir votre point de vue. Alors déjà, je n'ai pas entendu le mouvement des Gilets jaunes pour passer à la télé, pour être engagé. Je l'ai fait sur le terrain avec des associations militants antiracistes. Et Emmanuel Macron, quand il a voulu imposer un statut de première dame officielle pour Brigitte Macron... Vous avez fait une pétition, ouais. J'ai fait une pétition, j'ai agi. Merci l'opportunité des médias, il a reculé. À la place, il y a une charte de transparence qui n'est pas si transparente que ça. Donc, il a reculé. Donc, les médias sont une opportunité. Après, ça dépend ce qu'on vient y faire, ce qu'on dit dans les médias. Bon, je pense que ce que je suis en train de dire là, il y a beaucoup de gens qui vont adhérer. Après, ceux qui m'aiment pas m'aimeront jamais. Même si demain, je vais sauver un bébé, on va dire, oui, mais non, c'est une mise en scène. Mais je ne perds pas de temps avec ça. Voilà, moi, c'est pas ma personne qui compte. Donc, je n'ai pas attendu ça. Maintenant... Le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu la question de la structuration, voire de la politisation. Je n'ai pas été le seul, comme d'autres personnes, comme Ingrid Levavasseur aussi, on a pensé que le mouvement devait se structurer s'il voulait perdurer. On a pensé que des élections, c'était l'occasion d'avoir une représentation. Les gens ne l'ont pas compris. Ça a été très mal perçu. Les conséquences, c'est quoi aujourd'hui ? Le mouvement des Gilets jaunes n'est plus ce qu'il était il y a 4 ans. Le mouvement des Gilets jaunes n'est toujours pas structuré. Il n'est pas représenté dans les médias ou sous un quelconque mandat, que ce soit dans les mairies ou à la députation. Et c'est quelque chose de fort regrettable. Donc, on n'arrive plus à se faire entendre. Et ça, c'est quelque chose de dommage. Vous voyez, il y a des gens qui l'ont mal compris. Après, je voudrais revenir sur quelque chose quand même, qui est important, qui est essentiel. On terminera là-dessus, oui, vas-y. On me casse les pieds avec ça. On dit, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron, j'ai à voter Emmanuel Macron. Je les vois sur les réseaux sociaux et dans la rue, je vois cette fake news qui dirait que j'ai appelé à voter Emmanuel Macron. Alors, déjà, je n'ai jamais appelé qui que ce soit à voter pour personne. Moi, j'ai une position, je suis honnête, je l'ai dit. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Seulement, au moment de l'élection européenne, j'ai bien dit attention, attention. Vous êtes en train de prendre en otage la question essentielle de l'Europe pour en faire un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. C'est irresponsable et ça va mener à la catastrophe. Les gens voulaient voter pour la liste de Marine Le Pen. Moi, j'ai des convictions. Jamais je voterai le Front National. Je respecte les électeurs du Front National, parce que je peux comprendre qu'on en vienne à voter pour des extrêmes, je les respecte, mais pour autant j'ai dit non. Et j'ai expliqué que de toute façon, s'il faut choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ça va me déchirer le cœur. Je préfère voter Emmanuel Macron pour la question européenne. Et je ne l'ai pas fait. Je me suis abstenu de voter. Oui, c'est important de remettre les pendules à l'heure parce que les gens après qui vont dire des bêtises, des fake news, j'aime pas ça. Merci Thierry-Paul Valette en tout cas d'être venu vous exprimer aujourd'hui dans le Street Show. Écoutez, force à vous dans vos activités. Eugénie, à très bientôt. Et puis vous aussi, à bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao, ciao.